L'argumentation, c'est le fait de chercher à convaincre et à persuader celui qui écoute une thèse que l'on défend. Depuis l'Antiquité, les hommes ont cherché les meilleurs discours pour convaincre. Ils ont constitué une science du discours que l'on appelle la rhétorique. Déjà, les grands orateurs en Grèce ou à Rome suivaient le même plan qui était appelé la dispositio. La dispositio, c'est l'arrangement du discours. Chaque discours a donc le même plan qui comprenait 4 parties. Et ce sont ces mêmes parties que l'on utilise encore aujourd'hui dans les grands discours. Première partie, l'exorde, deuxième partie, la narration, troisième partie, la confirmation, quatrième partie, la péroraison. Et puis, optionnellement, on pouvait ajouter, après la confirmation ou avant, la réfutation. La première partie du discours, c'est l'exorde, d'un mot latin qui signifie commencer. Il a un double but, cet exorde. D'abord, il cherche à susciter l'attention, voire la curiosité de l'auditoire, mais en même temps, il veut attirer sur l'orateur la bienveillance et la sympathie de l'auditoire. Les anciens appelaient ce moment la captatio benevolentiae, c'est-à-dire la captation de la bienveillance. Cette partie s'appuie à la fois sur le pathos, c'est-à-dire les émotions de l'auditoire, et sur l'éthos, c'est-à-dire l'image que renvoie l'orateur vis-à-vis du public. N'oubliez pas qu'un discours était toujours réalisé en public. Or, le public n'est pas forcément à l'écoute ou acquis à la cause de celui qui parle. Pour cela, vous devez commencer votre exorde en employant 3 stratégies. Ces stratégies sont classiques, elles existent depuis l'Antiquité et elles peuvent être mélangées. D'abord, vous pouvez rendre hommage, remercier les personnes qui vous ont invité à proposer votre discours. Deuxièmement, vous pouvez, dans une autre stratégie, rappeler à l'auditoire l'enjeu du discours, en insistant sur sa gravité et son importance. Enfin, vous pouvez surprendre votre auditoire. Par exemple, vous pouvez commencer par un début qui a l'air, en tout cas, en dehors du sujet, même si ensuite, tout votre génie consistera à le relier à la thèse que vous défendez. Prenons par exemple le discours de George VI, roi d'Angleterre, lors de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne face à l'Allemagne nazie. Il fit un discours radiodiffusé. Et on voit ici au début du discours l'exorde. Dans cet exorde, le roi George VI tisse très vite un lien fort avec son auditoire. Il joue à la fois sur la gravité de la situation et sur le lien intime qu'il entretient avec ses auditeurs. Il explique à la fois que cette heure est décisive et qu'en même temps, il voudrait pouvoir parler personnellement à chacun de ses auditeurs. Deuxième partie du discours, la narration. La narration, c'est cette partie qui permet d'exposer les faits qui expliquent les raisons pour lesquelles on fait ce discours. Elle s'appuie donc à la fois sur le pathos, les émotions, et sur le logos, c'est-à-dire la pensée, la raison. C'est un outil puissant car elle permet d'exposer sa thèse sous la forme d'une petite histoire touchante. En général, on raconte un récit individuel qui met en jeu une personne pour en tirer des conclusions générales. Cette partie est extrêmement travaillée aujourd'hui dans les discours politiques. On l'appelle même le storytelling. Barack Obama, par exemple, ancien président des États-Unis, maîtrise à la perfection la narration dans ses discours. Dans son discours de victoire le 4 novembre 2008, lorsqu'il vient de remporter la présidence des États-Unis, il raconte l'histoire d'une femme centenaire qui a connu l'esclavage et l'exclusion des femmes du droit de vote. De cette élection, on retiendra sans doute beaucoup de choses. Mais celle qui me vient à l'esprit, c'est celle de cette femme qui a voté à Atlanta. Comme beaucoup, elle a fait la queue pendant des heures pour voter. Mais elle a une particularité, elle a 106 ans. Alors elle était là pour voir la ségrégation
dans les bus à Montgomery et dans le sud du pays, mais aussi pour voir un prêcheur qui nous a dit que nous pourrions nous en sortir. Oui, qu'un jour nous le pourrions. Elle a vu un homme marcher sur la Lune. Elle a vu le mur de Berlin tomber. Et cette année, pour cette élection, elle a posé son doigt sur un écran pour choisir son candidat. Parce qu'il y a 106 ans, nous avons traversé les meilleurs moments, mais aussi les heures les plus sombres de notre histoire. Alors elle savait que l'Amérique pourrait un jour changer. Oui, elle savait que nous le pourrions. Vous voyez, en 2 minutes à peine, Obama a réussi à susciter l'émotion de son auditoire. Même si au final, on ne sait pas exactement de quelle femme il parle. Il n'en donne jamais le nom. Troisième partie, la partie la plus importante du discours, la confirmation. C'est le moment essentiel puisque c'est dans cette partie que l'on expose l'ensemble des arguments qui soutiennent la thèse défendue. Il est conseillé de disposer les arguments les plus forts au début et à la fin de la démonstration. Si vous commencez par vos arguments les plus faibles, vous perdrez le public dès le début de la démonstration. Si vous terminez par des arguments faibles, le public gardera une image négative de votre raisonnement. C'est ce qu'on appelle l'ordre nestorien, du nom de Nestor, héros de la guerre de Troie, qui disposait son armée de cette façon, les troupes les plus faibles au centre, les plus fortes en avant et en arrière. Et vous devrez faire la même chose avec un raisonnement. En plus de cette disposition, vous devrez employer des connecteurs logiques pour aider l'auditoire à se repérer dans votre démonstration. Enfin, vous ne devrez pas hésiter à rappeler à l'auditoire où l'on en est dans le discours, en numérotant par exemple les arguments ou en les signalant par des premièrement ou deuxièmement. Vous voyez bien, la majorité de cette confirmation s'appuie sur le logos, c'est-à-dire la pensée, le raisonnement. Mais malgré tout, il faut aussi faire des références pathétiques, c'est-à-dire susciter également un petit peu l'émotion. Troisième partie bis, la réfutation, qui est optionnelle dans les discours politiques ou dans les discours qui rendent hommage à une personnalité. En revanche, elle est essentielle dans un discours judiciaire, puisqu'elle permet de contester les arguments de la partie adverse en les dévoilant. C'est le moment où l'on montre que l'adversaire a tort. En fait, l'orateur imagine les arguments inverses et leur apporte déjà une réponse, comme s'il faisait déjà échouer les arguments de l'adversaire. Quatrième et dernière partie, elle aussi, elle a un double but, la péroraison. D'abord, elle a pour but de résumer la thèse et de rappeler son bien fondé, une dernière fois. Enfin, il faut finir sur un succès, en passionnant le public. Il faut donc que l'auditoire ait envie d'adhérer à la fois logiquement, raisonnablement à la péroraison, mais aussi émotionnellement. Soit on accélère le rythme de la parole et l'intensité de sa voix, soit au contraire, on ralentit pour marquer les esprits. Voilà, vous connaissez maintenant la façon dont étaient disposés, et le sont encore, tous les discours rhétoriques.